On essaie vraiment de ne pas tomber dans la manipulation, puisque finalement, les deux ennemis que tu as désignés, que ce soit le trotskisme de gauche ou bien le mondialisme et le national-sionisme à droite, sont les deux faces d'une même pièce pour empêcher justement toute révolte populaire véritable. Donc, 2012, il s'est fait attaquer violemment par le grand rabbin Chaim Korsia, vous me suivez, et vous allez voir ce qu'il fait en 2013, Michel Onfray. Donc je cite fait et document. Comme pour dissiper l'accusation d'antisémitisme, rédhibitoire quant à la visibilité médiatique et à l'attribution de subventions, Michel Onfray s'est rendu par 2 fois en Israël au cours des 2 dernières années. Donc 2 dernières années à partir de l'article de fait document date de 2015. Donc entre 2013 et 2015, il s'est rendu 2 fois en Israël. Tout d'abord, il a présenté son livre L'ordre libertaire, la vie philosophique d'Albert Camus à l'université de Tel Aviv le 14 mars 2013. L'ordre libertaire, il faut le faire pour présenter ça quand même. Donc, une conférence introduite par ces mots, donc Michel Onfray qui parle, j'ai l'impression d'être chez moi en Israël. Donc, pendant son séjour, il déclare à Jean-Patrick Grunberg, 17 mars 2013, je crois qu'Israël montre ce qu'est un Occident découplé de l'Europe. Je suis un farouche défenseur des valeurs de l'Occident, liberté, égalité, fraternité, laïcité, féminisme. On voit donc à Tel Aviv un Occident non européen avec ce que Nietzsche nommerait une grande santé, une vitalité, des corps montrés sans complexe, une jeunesse radieuse, un nombre incroyable de femmes enceintes, de couples avec des enfants ou des poussettes. Le versant solaire de la Méditerranée se manifeste sur les plages de Tel Aviv, alors que le versant nocturne de trois monothéismes fait la loi à Jérusalem. En gros, c'est le paradis sur Terre pour lui, quoi. Donc, à en croire son interview le 22 avril donnée à la radio de la communauté juive à Paris, Tel Aviv serait même une Athènes contemporaine. Il dit, donc on fait document qui rapporte. Tel Aviv est une ville très hédoniste. Quand je suis sur une terrasse au bord de la mer à Tel Aviv, j'ai vraiment l'impression qu'on est chez Homère, qu'on n'est pas loin d'Échille et de Sophocle. Le 28 octobre 2014, il sera de nouveau à Tel Aviv pour une rencontre avec le public israélien autour de son œuvre, rencontre organisée par l'ambassade de France à l'Institut français de Tel Aviv. Fin de citation. Ensuite, donc là on est en 2013-2014, il se rend en Israël. 2015, il publie un livre qui s'appelle Penser l'islam, où il attaque virulemment l'islam, toujours aux éditions Grasset, mais là dirigé par Olivier Nora, qui est le neveu de Pierre Nora, et le fils de Simon Nora, conseiller de Pierre Mendès France. Je précise que Olivier Nora, qui a édité ce livre contre l'islam, est de confession juive. Donc vous avez là le parcours de Onfray qui commence à Grasset, dirigé par Enthoven et Bernard-Henri Lévy. Il essaie de se rebeller entre 2010 et 2012. Il est remis à sa place par le grand rabbin, entre autres, et là, il va à Tel Aviv pour faire Teshuva, il revient, il écrit un livre contre l'islam. Donc là, on est dans le néoconservatisme. Donc quand je dis ça, c'est preuve à l'appui. C'est pas simplement une vue de l'esprit. On a affaire à un agent israélien dont la femme, on s'est rapporté par fait et document, je cite fait et document, après la mort de sa première femme atteinte d'un cancer et euthanasiée sur sa demande, Michel Onfray se remarie fin 2018 avec Dorothée Schwartz, de confession juive, qui était sa maîtresse du vivant de sa femme. Et c'est elle qui gère sa communication, son site et sa carrière. Voilà. Donc, tout cela me permet d'affirmer que Michel Onfray est un agent israélien défendant les idées néoconservatrices, pro-Israël, anti-islam, et qui essaie de ramener la colère populaire, non pas contre l'oligarchie des 0,1%, mais contre l'islam, donc au profit d'un choc des civilisations. Et alors, petite... Je pense que à l'intérieur, qu'est-ce que vous répondez à Anne Hidalgo? J'ai enfin dit au Premier ministre qu'il était inacceptable de laisser s'installer en France un climat de soupçon permanent sur notre police, notre gendarmerie. J'ai vraiment demandé au Premier ministre d'arrêter cette espèce d'accusation permanente qui veut faire croire que la police française, c'est la police de Minneapolis. Ce qui est scandaleux dans l'attitude du ministre de l'Intérieur, c'est qu'il ne rappelle pas que quand il y a une bavure scandaleuse et qu'il faut punir, il y a des milliers d'agressions de nos policiers. J'ai eu ce matin des syndicalistes policiers au téléphone qui m'ont dit qu'ils ne supportaient plus cette mise en accusation permanente. Mais ce n'est pas... Il devrait au contraire défendre sa police, défendre ses fonctionnaires, et parce qu'ils font le sale boulot. Donc vous vous dites, comme le Rassemblement national, Macron et Castaner lâchent la police et la gendarmerie. Je trouve que Castaner, oui, et c'est honteux alors de lâcher à ce point que c'est un de ne pas défendre d'apaisement. sa police.
Ah oui, c'est honteux. Parce que je rappelle, la police fait le boulot. Regardez cette histoire de Adama Traoré. Il est mort, c'est tragique, etc. Je suis policier en région parisienne depuis 25 ans et je sais que M. Ruffin est souvent en colère. Donc juste, moi aussi je suis en colère par rapport à ses propos de tout à l'heure. Je suis désolé, mais quand j'entends qu'il y a une rupture de confiance entre la population et la police, je suis pas sûr que l'exemple de députés, d'élus de la France Insoumise qui se rebellent et qui humilient en public des policiers soit le meilleur exemple pour rétablir la confiance entre la population. Donc voilà, juste c'est une remarque, voilà, je vous dis une colère de policier, voilà, face aux propos de M. Ruffin. Eh bien, merci de l'avoir exprimé au micro d'Inter. François Ruffin vous répond. Stéphane, c'est bien ça. Oui, Stéphane. Excusez-moi. Moi, en tout cas, sachez que mon objectif est d'éviter une guerre ou des batailles rangées entre la police et la population. Maintenant, la rupture de confiance, elle est lisible dans les statistiques. Elle est lisible dans les bouquins des sociologues. Donc maintenant, la question, c'est comment on la rétablit ? Comment on la rétablit ? Et je pense qu'il faut que les bonnes volontés du côté de la police et du côté de la population se bagarrent pour rétablir cette confiance qui est aujourd'hui mise à mal. Juste un dernier mot. C'est-à-dire qu'on a énormément politisé tout ça et Idriss fait maintenant partie de Front Populaire, s'est associé avec Onfray et avec Raoult pour fonder Front Populaire, qui est une revue... Très vite, 30 dernières secondes. On voit bien qu'il y a là, autour de Front Populaire, regroupé les plus grands soutiens de Didier Raoult. Allez, la réponse. Onfray, Didier Raoult et puis Idriss Aberkane, qui est désormais associé politiquement. Allez, 15 dernières secondes, Idriss Aberkane. Aujourd'hui, parce que la famille de Traoré, quand même une famille de délinquants, notoire, 6 frères délinquants dans cette famille qui ont fait de la prison, lui demande... Ils ont perdu un enfant. Oui, ils ont perdu un enfant, mais c'est à la justice de dire pour quelle raison. Bien sûr, et c'est pas les seuls à avoir perdu des enfants. Vous savez, il y a aussi des gens, du fait de comportements de la racaille, qui perdent des enfants, voilà, qui sont assassinés par des trafiquants de drogue, par des criminels dans certains quartiers. Ça, on n'en parle pas. Eux n'ont pas le droit à la commisération du gouvernement et Monsieur sur Castaner. la famille. C'est que dans ces manifestations-là, comme par hasard, on ne voit jamais d'immigrés d'origine vietnamienne, cambodgienne, chrétiens d'Orient, asiatiques de manière générale, ce qui prouve que l'immigration, c'est pas quelque chose de monolithique avec les mêmes problèmes pour tout le monde. C'est qu'il y a certaines immigrations qui ont effectivement une intégration économique et sociale très faible, trop faible, et d'autres qui s'intègrent très bien. Voilà, et celles qui s'intègrent pas cumulent effectivement la lutte des classes avec une lutte des races qu'on voudrait allumer. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas là parce que ça serait désastreux pour notre pays. Merci Jean Messia d'être intervenu. Ce que vous avez dit est factuel. On ne comprend pas tout. Oui, mais c'est lamentable de dire ça. Mais non, parce que... c'est juste la vérité. Mais non, mais d'opposer les uns et les autres, d'opposer des communautés, d'opposer des ethnies. Mais elles sont déjà là, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Ce que Pascal a dit tout à l'heure. Ce qui m'a beaucoup choqué dans sa conférence de presse, c'est qu'il y a eu 25 minutes de verbiage. Faut aller du courage pour tout écouter. Et il a fallu attendre la 20e minute pour qu'il parle des policiers qui font un métier quand même très difficile et qui se font agresser. 18 policiers blessés par jour. C'est pas un Adama Traoré, c'est pas un Boy, c'est 18. Oui, d'accord, mais enfin, ils sont pas morts. C'est pas Adama Traoré. Non, mais on peut pas comparer. On peut pas comparer. Excusez-moi, vous avez des policiers qui sont morts. Donc moi, ce que j'ai... Vous êtes là, je vous ai interviewé maintes fois et là vous êtes dans le moment où vous commencez à pas être totalement honnête. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des races qui s'affrontaient en France. Je dis, est-ce que la société française... vous venez exactement de dire ça. Mais non, j'ai précisé mon question. Mais monsieur, vous ne vous écoutez pas vous-même parler. Mais monsieur, je ne vous accuse pas d'être raciste. Attendez, calmez-vous. Calmez-vous un instant. Je ne vous attaque pas, je ne vous accuse pas. J'essaye de vous montrer comment, dans les habitudes de langage, on en vient à adopter des postures et à utiliser des mots qui sont inadaptés. Je ne vous en veux pas à vous. Je ne pense pas que vous soyez raciste en seul instant. Je vous connais personnellement et vous ne l'êtes pas. Mais je vous connais personnellement et vous ne l'êtes pas. Donc les civilisations qui ne se préservent pas disparaissent. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que la civilisation juive dure parce qu'elle se protège. Et il y a des leçons à prendre sur la civilisation juive. Je ferme cette parenthèse juste pour dire que... Par exemple, Michel, donnez les leçons, selon vous, de la civilisation juive.
Eh bien, c'est une civilisation qui s'aime et qui s'apprécie et qui estime qu'elle n'a pas à faire des génuflexions devant toutes les autres en estimant qu'il faudrait qu'elle présente ses excuses pour pouvoir exister. C'est une civilisation qui dispose d'une langue, qui enseigne sa langue, qui fait savoir qu'il faut adhérer à un projet et que si on adhère à ce projet, alors on peut faire une nation, on peut faire un peuple, on peut constituer une identité, qui n'a pas honte de dire effectivement que tout ce qui menace son identité doit être combattu par les mots, par le verbe, et puis après par la force éventuellement, parce qu'effectivement il n'y a pas d'autre façon de faire de telle sorte une civilisation dure que de répondre à ceux qui veulent détruire cette civilisation, qu'on est en face d'eux et qu'on va les combattre. Moi je suis sur des positions non violentes depuis le début. Voilà pourquoi je suis proudhonien et pas du tout un sectateur de Bakounine ou de Stirner. Je pense qu'on doit pouvoir, et de Camus, je suis aussi un défenseur de Camus, mais je crois qu'on doit pouvoir penser des changements radicaux en faisant l'économie de la violence et de la brutalité. Donc, j'ai accepté ce débat parce que malgré évidemment nos divergences d'opinion qui sont frontales et qui sont effectivement des divergences de rationalité, je vais y revenir, j'ai un respect véritable pour Laurent Alexandre, en particulier parce qu'il est tout à fait exact qu'il n'a aucun conflit d'intérêt. Contrairement à tout un tas de commentateurs qui sont montés au créneau pour attaquer le professeur Didier Raoult, souvent de façon personnelle, comme Karine Lacombe, comme Gilbert Deray, comme Xavier Lescure, eh bien, Laurent Alexandre n'a absolument aucun conflit d'intérêt. Il est sincère dans ses prises de position et il n'a pas un intérêt particulier à suivre ses prises de position. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai été intéressé à ce débat. Disons que mes suspicions ont été éveillées à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter, puis je suis tombé sur une interview de lui chez Thinkerview, et je découvre à ce moment-là qu'il a participé à une conférence organisée par l'ONG de Jacques Attali, Global Positive Forum. Donc la première édition de cette conférence a été lancée en 2017, et parmi les participants, on a Idriss Aberkane. J'aimerais bien savoir ce que fait Idriss Aberkane au milieu de Jacques Attali. Donc je vois parmi les participants Jacques Attali, Anne Hidalgo, Richard Attias, pour ceux qui le connaissent, le nouveau mari de l'ex-femme de Sarkozy, Suzanne Goldberg, Edith Schlaffer, Cédric Villani, etc. En fait, pour le comprendre, il faut revenir au discours de Jacques Attali en 2008, où il prônait, donc c'était lors d'une conférence intra-communautaire organisée par le réseau social juif, où il disait que la bourgeoisie juive française devait prendre l'exemple sur la bourgeoisie juive anglaise et prendre en main la bourgeoisie montante musulmane, financer les mosquées, financer les imams et les avoir sous sa coupe. Et Idriss Aberkane semble parfaitement rentrer dans ce cadre, parce que je ne l'ai pas entendu dire qu'il était musulman, mais plutôt soufi. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que ça veut dire, il y a le véritable soufisme, c'est-à-dire qui vient de l'orthodoxie musulmane, la dimension spirituelle, et il y a ce que j'appelle un néo-soufisme contemporain qui plaît aux bourgeois occidentaux qui ont un peu de mal avec l'islam, l'orthodoxie musulmane, et qui voient dans le soufisme une sorte d'islam dépouillé de toute sa substance et qui serait compatible avec la philosophie des Lumières, etc. D'ailleurs, c'est un islam, ce soufisme est né au 19e siècle chez des gens comme Malkoun Khan dans des loges maçonniques en Orient. Donc, dire qu'on est soufi pour ne pas dire qu'on est musulman, ça signifie montrer patte blanche et dire qu'on n'est pas dangereux. Alors, il a été, je cite l'interview chez Idriss Aberkane, chez Thinkerview, on lui dit alors... Alors, je découvre avec toi, Jacques Attali, tu étais souvent en accord avec ses propos pour pas dire durant tout le débat. N'as-tu pas décelé un double langage, pour l'interrogation? L'as-tu senti sincère dans ses propos? C'est une très bonne question. Tu bosses en ce moment avec lui, je crois. Non, alors j'ai bossé, j'ai fait une conf avec lui une fois. T'es pas dans un groupe de travail avec lui? Ah non. D'accord. Pourquoi t'as vu un truc comme ça? J'avais donné des conseils sur la méthode dite devenir soi, mais ça, tout à fait. Et en fait là, l'internaute, donc il faut préciser le contexte, parle d'une conf bien précise sur Radio France, si je ne me gourre pas, sur le sucre. On parlait pas géopolitique, ça donne déjà une réponse à notre ami internaute. On parlait sucre, on parlait alimentation, nutrition, et là, je n'ai pas décelé à un moment un propos faux de Jacques Attali. Cela dit,
moi, c'est quelqu'un qu'on m'avait vendu comme étant un monstre. Hein. Je veux dire, dans la banlieue, on te le présente parfois comme ça. Je te rappelle qu'il est rentré dans l'art d'un certain polémiste islamophobe très connu, que je ne citerai pas. Bah écoute, je ne le citerai pas. Donc ça commence par un T ? Non, ça commence par un F. Et j'irai pas plus loin. Et je m'y attendais pas. Quelque chose que j'ai découvert, que je mets dans mon livre. Il y a ce physicien Fritz Zwicky qui avait une insulte préférée, c'était connard sphérique. Connard sphérique, ça veut dire sous n'importe quel angle t'es un connard. C'est bien une chose que j'ai apprise, c'est que ça n'existe pas. Même le pire des connards, ce qui n'est pas le cas, j'ai aucun problème à le dire sur internet et que ça reste gravé dans le marbre de Jacques Attali, mais même un gars odieux, il existe un angle où tu pourrais parler avec lui. Le problème, c'est que dans les... On l'a pas encore trouvé. Hein. Non, mais parce qu'en fait, dans les médias, tu présentes toujours le même angle, je te rappelle, hein, tu es un masque. C'est personnel. Hein. Ah non, j'ai trouvé des gens qui étaient particulièrement malhonnêtes ou manquants de chevalerie avec qui j'ai pu discuter. Parce que, si tu veux, tu as le problème du fait qu'on présente un masque puis dans la vie professionnelle aussi, tu es ton métier. Quand tu demandes à quelqu'un, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu prends quand même la base que tu le définis par son occupation. Ce qui est dangereux, parce que ça réduit l'homme. Un homme est bien plus que son occupation. Et on le voit au XXIe siècle où les occupations changent. Mais du coup, tu présentes toujours le même visage à quelqu'un. Et ça peut casser le dialogue, parce que tu vas rester du coup dans des sujets où tu vas te friter avec lui alors que tu aurais pu construire des choses ensemble. Donc là, je suis conscient du fait que je parle sur Internet, que je parle pas au point, que je parle pas dans de la presse papier classique. Et j'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Vraiment. C'est savoir, est-ce qu'il fallait confiner à ce point-là? Écoutez, ni vous ni moi, on est capable d'apporter une réponse stable là-dessus. Parce que des mesures sanitaires aient été prises, il a semblé qu'en effet, si on ne confinait pas, le nombre des gens qui seraient en situation de détresse respiratoire ou d'infection extrême aurait débordé les capacités d'accueil des hôpitaux et on aurait eu un drame beaucoup plus important que celui qu'on a eu. Donc ne réécrivons pas l'histoire après coup, on a fait ce qu'il fallait, on peut penser que ceux qui ont pris ces décisions le faisaient en connaissance de cause. Mais si on commence à voir des complots et des exagérations partout, alors on ne peut plus vivre en société. Il n'y a plus aucune consigne collective qui peut fonctionner. Bonjour Inter, bonjour Monsieur Ruffin. Une question relativement simple. Je pense que les idées sont beaucoup plus importantes que les personnes. Est-ce que vous ne trouvez pas que quand même Monsieur Jean-Luc Mélenchon, est un vrai obstacle aux idées de la France insoumise? Quand est-ce va-t-il décider de se désister? J'en ai peur que pas du tout, parce qu'il a un ego relativement très important. Et une petite remarque vous concernant, je pense que vos idées passeraient beaucoup mieux auprès de l'ensemble de la population si juste vous parliez plus lentement, plus doucement. Sans crier. Pas crier, parce que c'est de la colère. Mais la colère fait peur, Monsieur Ruffin, alors que les idées sont beaucoup plus importantes. Je vous remercie de répondre à cette question. Question formulée d'une voix tout à fait douce et sereine. Merci beaucoup, Patrick. François Ruffin vous répond. Je vais faire du coaching. On pourra vous mettre en relation coaching si douceur, vous voulez. François Ruffin. Un coach. Vous dites j'ai pas envie d'avoir une laisse et qu'on me tienne par la laisse. J'ai pas envie d'être tenu par les Chinois ou les Américains. J'ai pas envie que les Allemands décident du budget de la France. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je veux dire aux Français, on peut redevenir maître de nous-mêmes. C'est incroyable d'ailleurs de voir en sortant de l'Europe. Pas en sortant de l'Europe, en ayant la liberté du pays de contrôler ses frontières, ses lois, ses budgets, et en construisant une Europe sur les choses où on doit mettre des coopérations comme Airbus, voilà, Ariane, etc. C'est que on arrête de laisser le pouvoir à des gens qui nous mettent dans le mur. Alors c'est justement, quand même simple. Il y a du peuple quand il y a une conscience de soi. Il y a de la populace quand finalement il y a une espèce d'énergie mauvaise qui habite les gens. Et je pense que quand des individus sont dans les rues et qu'ils sont dans le slogan et l'invective, et quand ils courent après des directeurs des directeurs du personnel pour leur arracher la chemise, par exemple, et bien là, effectivement, on est dans la populace. Et effectivement, la populace se trompe. Donc, je pense ça me fait pitié pour ce gouvernement. Je pense qu'il a trouvé sa Leonarda. Voilà. Hollande avait Leonarda. Ce que disent les Républicains. Bah oui, mais ils ont raison. Surtout, je l'ai dit aussi, c'est humiliant pour le gouvernement. Leonarda humiliait François Hollande. Et là, les Traoré humilient le gouvernement Macron et Philippe.
Tout simplement. C'est que toi aussi, en 2 minutes, tu nous dises comment il faut qu'on fasse pour redonner le pouvoir au peuple. Et cette année, parce qu'il y a des vraies urgences, que ta décontraction rime très bien avec ta déconnexion. Parce que je t'assure que quand je te vois rire ou que je te vois reprendre des propos sur Jérôme, ou quand il nous appelle tout à l'heure pour dire « Ouais, je me suis fait insulter, tout ça », ça nous fait mal au cœur. Parce que Jérôme fait partie de ces gens hyper actifs sur le terrain qui est là en soutien de toutes les causes. Il ne défend pas que les violences policières. Maintenant, il défend toute l'actualité et toutes les corporations. Et on est nombreux à faire la même chose. Donc je te laisse y répondre et je te remercie. Coupez les micros quand vous intervenez par là. Merci Jérémy. En fait, ouais, je vais répondre honnêtement. Il a envoyé du lourd, Jérémy. Ouais, mais je vais répondre honnêtement aussi. J'ai probablement l'air décontracté. Déconnecté, je sais pas. En tout cas, j'ai probablement l'air décontracté. Parce que oui, moi, je vis heureux et je gagne de l'argent. Qu'est-ce que je te dise ? J'ai fait mes études, j'en ai payé une partie, je ne vais pas vous mettre la lame à l'œil, mais aujourd'hui, je sais que ça ne va pas s'effondrer pour moi. Donc peut-être que je donne l'air décontracté parce que je le suis, je veux bien l'avouer. Peut-être que je suis favorisé aujourd'hui. Et en plus, je sais que je le serai presque à tous les coups toujours, même si demain, je n'ai pas un mandat politique, mais que je fais autre chose. Tu vois, je fais déjà autre chose. Et je fais déjà d'autres choses où j'ai des employés, où j'ai des revenus, où j'en aurai d'autres, où ça va aller que, normalement, au point où j'en suis, en s'améliorant. Donc ouais, peut-être que je donne l'air que je suis décontracté, parce qu'en effet, je dois l'être et que ça transpire. Et donc, je suis bien désolé, mais c'est comme ça. Et c'est aussi comme ça que ça se passe. Je suis désolé de vous le dire, chez beaucoup d'autres politiques, et chez beaucoup de gens de la haute fonction publique. Et donc, même si demain vous êtes dans la rue, demain si vous tapez... Je pense que le peuple peut se constituer comme un sujet, pourvu qu'il ne soit pas dans la logique des tribus. Toute logique tribale est une logique régressive. Il suffit de lire Darwin, c'est ce dont nous venons. Si nous voulons effectivement restaurer le règne des tribus, alors nous sommes en avant vers la marche arrière. Youssef, je te laisse le mot de la fin sur cette émission courte et qui nous a permis de comprendre comment fonctionnait et qui étaient surtout les membres de ce nouveau clan, entre guillemets, qui est apparu, cette opposition contrôlée, puisque avec les faits que tu nous as apportés, on en conclut évidemment que c'est une opposition contrôlée. Et donc l'axe Zemmour-Onfray, ce nouveau golem à venir, utilisé par l'oligarchie. Donc je te laisse le mot de la fin. Alors le mot de la fin, c'est très simple. Vous, les identitaires français, les natifs, les catholiques, vous êtes visés, vous faites l'objet d'une manipulation de gens qui en fait se présentent comme vos parrains, c'est-à-dire qui parlent à votre place, les Zemmour, les Finkielkraut, les Onfray, les Elisabeth Lévy, les Goldnadel, qui vous désignent un ennemi à abattre, c'est-à-dire l'immigré, le musulman, et vous, les minorités ethno-confessionnelles, noires, musulmanes, etc., vous êtes victimes de la même manœuvre, mais des milieux d'extrême gauche et du judaïsme politique de gauche, même qui se disent antisionistes, et qui vous envoient dans une confrontation de type racial contre le méchant blanc oppresseur pour vous neutraliser. C'est la politique des démocrates aux États-Unis, c'est la politique des réseaux d'extrême gauche trotskistes de confession juive en France depuis des décennies, qui vous manipulent depuis des décennies, qui ont permis votre appauvrissement depuis des décennies et qui, une fois encore, tentent de vous manipuler en vous envoyant dans un faux combat que vous perdrez et dont nous serons tous victimes, que vous soyez identitaire, blanc, natif, français de souche ou noir, musulman ou tout ce que vous voulez. Alors c'est excellent, c'est exactement la même conclusion que je me faisais dans la tête. On essaie vraiment de ne pas tomber dans la manipulation, puisque finalement, les deux ennemis que tu as désignés, que ce soit le trotskisme de gauche ou bien le mondialisme et le national-sionisme à droite, sont les deux faces d'une même pièce pour empêcher justement toute révolte populaire véritable. J'ajoute aussi que dans les commentaires, beaucoup me posaient la question sur Éric Raoult. On n'a pas pu, évidemment, alors Didier Raoult, pardon, on ne va pas confondre avec le sioniste Éric Raoult. Didier Raoult, évidemment, la star actuelle du confinement, du déconfinement. On n'a pas parlé de son cas, mais c'est vrai que ça serait hyper complexe. Honnêtement, je ne vais pas m'aventurer à ça sans les éléments. Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une récupération politique. Didier Raoult est un scientifique qui est étranger à ce genre de manipulation politique et cette ingénierie sociale. C'est pas son boulot. Il a été récupéré de façon habile par Onfray et le Stéphane Simon, d'autant plus facilement que Didier Raoult a été attaqué de façon virulente par les
les grandes télévisions. Alors quand vous vous noyez, vous vous accrochez à la première branche qui passe, même si c'est un serpent. Et là, ce qui s'est passé, c'est que habilement, ils ont tendu la main à Didier Raoult, qui était en train de se noyer, mais attaqué par le système, et qui trouve chez Onfray un allié qui lui a susurré des mots doux à l'oreille. Donc ça, c'est autre chose. Il ne faut pas le mettre sur le même plan que quelqu'un comme Idriss Aberkan ou la fausse gilet jaune qui a dû rejoindre Onfray par Jacqueline Moreau, oui. Voilà. Mais il faut donner de l'espoir aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens simplement, tous les soirs, en passant à la télévision, vous allez tous mourir. Si vous voulez, on ne peut pas faire ça. Enfin, un médecin ne fait pas ça. Vous savez, on ne fait pas ça. Je m'excuse, on ne fait pas ça. Je veux du rêve dans ce cauchemar. Car ce cauchemar est toujours le même rêve, celui dans lequel tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes, même dans la douleur, puisque de la douleur, surgit de chaos.